Résultat. Renault a publié ses chiffres. On fonce. Tout va bien. Stellantis a publié ses chiffres. Tout va moins bien. Pas mal les prix de la Tesla Model Y. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a plein de petites chips à grignoter. On va parler de BYD, on va parler de Lynk & Co, on va parler aussi d'autonomous driving, autrement dit de rouler sans les mains. J'aime bien quand tu me parles américain, Voilà, ça on me va fait parler de quelque chose. kilomètre 77. Exactement. Plein de choses. Bonne C'est vidéo, maintenant. le petit commentaire de soutien, le pouce bleu. Pas mal de résultats cette année cette semaine avec des fortunes diverses. Et des Lego avec. Ouais, alors là par contre ton verre comme ça près de mon télé, je suis moyennement. Alors les résultats, Stellantis, on y va. Des fortunes diverses, les résultats de Renault, les résultats de Stellantis. On va commencer d'abord par Renault si tu le veux bien. Ah bah mirifique. C'est la plus grosse marge opérationnelle de leur histoire en 123 ans. Donc c'est pour ça qu'il y a des fortunes 126. diverses. Ah bon, moi j'avais cru. Alors soit il y en a un de nous deux qui se trompe, mais en tout cas A priori, si on a deux chiffres différents, il y en a forcément un de nous deux qui se trompe. En tout cas, ça fait longtemps. Voilà. Donc en tous les cas, t'as des fortunes diverses. Vous allez voir, Stellantis c'est un peu plus dur. Renault, c'est une bonne année. Par contre, Renault dit attention, c'est pas parce qu'on a fait une bonne année que l'année 2025 va pas être tendue. La marge opérationnelle ressort à 7,6%. Mine de rien, elle est légèrement en retrait par rapport à celle de 2023 où elle était à 7,9%. Concrètement, ça veut dire quoi? Mais ça reste performant. Ah oui, mais Renault revient de très loin. Il y a des moments, c'était plus proche du 2 ou du 3%. Et pourquoi on dit que c'est la marge opérationnelle historiquement la plus élevée? Parce que comme le chiffre a grossi, même si en taux elle a un peu baissé, c'est leur plus gros bénéfice jamais réalisé. La marge est à 4,26 milliards d'euros contre 4,12 milliards en 2023, qui était déjà une très bonne année. Le chiffre d'affaires ressort en hausse de plus de 7%. Il est à 56,2 milliards. Ces résultats sont supérieurs aux attentes. Donc tout le monde criait à félicitations, c'est une année historique, c'est une année record pour le groupe Renault. Et qui plus est, en plus, en additionnant du positif depuis quelques années. Là. Tout à fait. C'est quand même, tu te rends compte. L'automobile est souvent des cycles. Et d'ailleurs, Lucas Di Meo, dans un documentaire faiblement méconnu sur lequel tu n'as pas du tout participé, qui s'appelle Anatomie d'un comeback, il me semble qu'il dit attention, réussir un cycle, beaucoup y arrivent. Réussir un deuxième cycle, c'est là où c'est dur. Et tu vois dans l'histoire automobile, c'est souvent des cycles. Tu vois, par exemple, Stellantis, là on va voir les résultats après, sont plus dans le dur. Mais eux, ils sortent d'un haut de cycle. Et donc, renouveler des hauts cycles, des cycles positifs, c'est ça la difficulté. Et d'ailleurs, et Luca De Meo ajoute que si justement ils réussissent ce second cycle, alors qu'est-ce que c'est qu'un cycle? Un cycle, c'est installer tout à coup une génération de modèles pour justement aller 5, 6, 7 ans, repartir sur un deuxième cycle. Et lui disait, si on arrive à faire 2 cycles aussi forts, alors à ce moment-là, la pérennité de la marque, c'est presque jusqu'en 2040. exactement. Donc ça, c'est formidable. Et c'est l'exercice qui est dur à faire. Donc globalement, les résultats sont plus que dans le vert. Par contre, il a fait un petit rappel à l'ordre en disant 2025, probablement que ça ne sera pas la même histoire. Il anticipe déjà une marge opérationnelle moins élevée en 2025 qu'en 2024, alors que l'année... Pour un contexte que tout le monde connaît, qui est délicat internationalement, Là où Renault tire son épingle du jeu, pas tant vis-à-vis de Stellantis, mais vis-à-vis plutôt des autres champions européens que sont Volkswagen, BMW, Daimler, etc., c'est qu'ils sont faiblement exposés à la Chine. Et la Chine, globalement, est en train de sortir petit à petit tous les constructeurs européens au profit des constructeurs locaux. Et la Chine représente jusqu'à 33% des immatriculations dans le monde. Donc forcément, quand la Chine te dégage, quand tu es fortement exposé à la Chine comme les Volkswagen, c'est plus dur. Renault ne l'est pas, et donc résultat, s'en sort un peu mieux. Et la Chine qui s'électrifie à marche forcée, puisque c'est eux du 100% électrique, ça va être dans les 3 ans qui viennent. Il n'y aura plus de thermique chez eux. Un petit coucou d'ailleurs à Thierry qui m'a envoyé pas mal de vidéos, parce qu'il a fait un petit séjour là-bas en Chine, donc du coup ça nous donne des infos et ça nous alimente. Globalement, les résultats, comme on l'a dit, sont supérieurs aux attentes. Par contre, Nissan pèse dans les chiffres, parce que Nissan ne va pas bien, et donc du coup, Renault, qui est un des actionnaires principaux de Nissan, ça dégrade un peu la performance de Renault. La fameuse alliance. Renault a une meilleure maîtrise de ses coûts. Donc comme quoi, parfois on opposait Carlos Tavares, l'ancien dirigeant de Stellantis, à Luca Di Meo, le président du Renault Group, en disant Luca Di Meo est un visionnaire, un stratège, plutôt un typique commercial. Carlos Tavares est un contrôleur de gestion qui maîtrise très fortement ses coûts.
Bah, comme quoi, Luca Di Meo, pas Di Meo, arrive aussi à maîtriser ses coûts. On fait souvent l'erreur. Ouais. Parce qu'il a fait moins 800 millions d'euros sur sa maîtrise de coûts, sachant que tu as des normes GSPR2 auxquelles Dacia, par exemple, a dû faire un gros boulot qui pèse sur les coûts. Il a réussi, ouais, c'est pour que ceux qui, quand on va sans doute un peu trop vite, réussi à amoindrir en fait les coûts de production. Dans un environnement qui t'en demande plus. Exactement. Et ça, c'est considérable. Il a réussi, mais j'imagine que tu vas en parler aussi, à diviser le temps pour renouveler les modèles. Ça, alors on en parlera après quand il y a une nouvelle Dacia qui va sortir. Juste pour vous donner la progression marque par marque. Renault est en hausse de plus 1,8%. Dacia est en hausse de 2,7%. Alpine est en hausse de 5,9%. Alpine Performance a remarqué parce qu'avec un seul modèle. Non, parce qu'ils ont eu l'Alpine à 290. Oui, c'est vrai. Donc du coup, ça a rajouté un petit peu. Et Alpine est une volumétrie sans commune mesure avec Dacia. Pour l'année 2025, Luca De Meo vise 7% de marge opérationnelle, soit moins bien. Attention sur les normes CAF, donc les normes qui t'obligent à vendre de plus en plus de voitures électriques. Sous peine de sanctions. Hein. Voilà, donc tu as deux façons de les éviter. Payer des amendes, donc du coup tu les évites parce que... Et c'est pas des amendes de stationnement, c'est des grosses amendes. Hein. Oui, ou acheter des quotas de CO2 à des constructeurs type Tesla qui, eux, n'émettent pas de CO2. Sachant qu'aujourd'hui, tout le monde s'est déjà un peu arrangé entre amis pour acheter ses quotas. Renault a fait aucun arrangement. Donc si tu te loupes, ça va être plus dur de trouver un copain qui te dépanne. Donc du coup, tu es plus exposé à l'amende. Sachant que pour que les gens se rendent compte, pour ne pas avoir d'amende, il faut que tu vendes plus de 20% de voitures électriques. En 2024, Renault en a vendu que 9%. Mais en 2024, Renault n'avait pas les R5, n'avait pas les R4 qui déboulent. Qui déboulent. Et R5 qui est aujourd'hui en tête des ventes. Donc exactement. Donc ça leur donne vraiment confiance. D'ailleurs, si tu me tends le sans transition aucune, à croire qu'on a répété, mais ce n'est pas le cas si on était organisé, ça se saurait. Grosse campagne de... Alors, techniquement, c'est pas un rappel. In fine, c'est un rappel. Grosse campagne de rappel sur les Renault R5 et les Alpine A290. Ok. Toutes celles qui ont été produites entre le 1er septembre 2024 et le 23 décembre 2024, donc globalement une grande partie de la production, 15 722 véhicules, ont été rappelés parce que tu peux avoir un problème où la voiture ne redémarre plus. Donc ce n'est pas dangereux, mais juste, par contre, elle peut être immobilisée parce que la voiture de... Mais c'est gênant. Mais techniquement, c'est pas considéré dans les rappels statistiquement... Quelque chose, évidemment, d'immédiat et tout ça. Si tu me permets une digression sur la R5. Bien sûr. Kilomètre 77, est-ce que tu connais ce site internet? C'est pas le truc espagnol qui font des tests et une chaîne YouTube qui font des tests d'évitement avec le fameux test de l'élan. Tu vas me parler de trucs entre la comparaison XM et R5, c'est ça, non? Exactement. Et j'en profite. La R5 a été donc testée par kilomètre 77. 77, c'est le chiffre en fait à partir de laquelle la moyenne des voitures décroche, dérape et n'arrive pas à passer ce fameux test de l'élan. Ça fait ça fait un décroché. Tu arrives, boum, tu hop, et c'est très dur. Hein, tu reviens dans la suite. Vous allez voir, vous allez comprendre en visionnant tout ça. La R5, elle est dans le peloton de tête de toutes les voitures essayées, puisque sa vitesse de décrochage, elle est de 80 km/h. Un BM XM qui est relativement chouette et tout, est à 74 km/h. Une RS3, 75 km/h. Et les meilleurs des meilleurs, c'est la Model 3, la Model Y, 83 km/h. La Ford Focus, 83 km/h. Bref, la R5, donc c'est même pas la 290B. Légèreté, moins de roulis, moins d'inertie, centre de gravité bas, vive l'électrique. Mais non, l'électrique, je sais pas, mais en tout cas, on l'avait testé, c'était une voiture vraiment très plaisante à conduire. Mais en fait, grâce à l'électricité, grâce à l'architecture de moteur électrique, c'est pas un hasard si la Model 3 et la Model Y sont les meilleurs absolus à 83 km/h. Le centre de gravité bas, c'est nickel. Que tu aimes ou non Tesla, que tu aimes ou non l'électrique, les Tesla sont factuellement des voitures au toucher de route assez agréables. Pourtant, moi, c'est pas spécialement et puis kilomètre 77, enfin, tu vois, c'est des mathématiques. Oui, hein. oui. Ça passe ou ça passe pas. Donc, on continue sur les résultats Renault.
D'ailleurs, vous retrouverez une vidéo, si on est bon au montage, un entretien assez sympa avec Denis Levotte, le patron de Dacia. On lui a demandé où va Dacia en 2025, où va Dacia dans le futur. En plus, ce sera au volant. On a vachement rigolé. Vous allez voir, c'est une vidéo que nous on a trouvée très sympa vendredi, où il y a cet entretien. Denis, il est charmant. Avec Denis Levotte. Et en fait, il vous parlera un peu plus de ce nouveau modèle qui a été annoncé par Dacia. Certains le voient comme un remplacement de la Spring, d'autres ne le voient pas comme lui, gardent le flou en disant ça se trouve là. Moi, je trouve que j'ai l'impression que ça ressemble quand même. Tu vois, quand ça a le goût de poulet, que ça a l'odeur du poulet, c'est que c'est du poulet. Donc là, ça a le goût de remplaçant de la Spring. J'ai l'impression que ça sera tout de même. Mais sur la base de la nouvelle Twingo, alors. Exactement. Et c'est marrant où on faisait la transition où tu disais que Renault essaie d'accélérer énormément ses coûts, comme tous les constructeurs, et ses délais de mise en production de nouveaux modèles. Donc parfois, du coup, ça fait des rappels comme tu le vois là. Ça, c'est peut-être aussi la contrainte. Mais cette nouvelle citadine que Dacia a annoncée, 100% électrique, sur base de Twingo, là où la Twingo, ils voulaient la sortir en 21 mois, ce qui est déjà un délai record, Dacia a dit en 2026, vous l'aurez cette citadine. Donc 16 mois, en 16 mois, ils vont sortir un nouveau modèle. Il y a assez peu d'infos. Elle sera sous les 18 000 €. C'est l'information qui avait été que nous a livré donnée. Denis durant l'émission. C'est quand même dingue, parce qu'avant, on disait qu'il fallait au moins 4 ans, parfois 5 ans pour développer une nouvelle voiture. J'ai connu cette époque. Ah, mais je suis... Non, mais c'est dingue. Alors après, ce qui te fait t'interroger, là, c'est les discussions de comptoir de café du commerce qui ne sont étayées par rien. C'est que tu te dis... Les voitures donnent l'impression d'être de moins en moins fiables par rapport à une époque qu'on a connue. En même temps, elles ont plus d'électronique, elles ont plus de technologie embarquée. Donc tu te dis quelque part, c'est pas non plus totalement illogique. Mais ça ne t'empêche pas d'avoir une petite voix dans ta tête qui te dit mais ces cycles de production et de tests plus courts, est-ce que c'est pas au dépend de la fiabilité quelque part Ce qui permet aussi cette accélération du tempo, c'est l'électricité. Oui, tu as moins de... t'as moins de composants, tu as des plateformes qui sont plus facilement communes. Des composants qu'on peut évidemment facilement interchanger. Enfin, c'est beaucoup plus simple. C'est marrant la fiabilité, parce qu'en fait, la fiabilité, c'est un immense sujet. J'ai connu les années 80. Les années 80, les voitures, au bout de 50 000 km, t'avais peur. Ce qui est pas faux. Ça rentrait en maintenance de fou. Aujourd'hui, une voiture 50 000 km, c'est une voiture c'est une voiture neuve. C'est une voiture neuve. Donc, tu sais, on a des mémoires un peu de poisson rouge. Le degré d'exigence est tel aujourd'hui que même à 200 000 km, si tu as un voyant qui s'allume, tu dis « Ah, c'est lamentable, ils auraient pu me prévenir, c'est pas possible. » Alors après, tu vois quand même beaucoup plus de campagnes de rappel que tu as envoyées. Comme quoi, il y a tout, il y a à boire et à manger. En fait, les campagnes de rappel, elles ont émergé au milieu des années 90. Parce qu'avant, il n'y avait pas les réseaux sociaux, tout le monde passait sous le... D'abord parce qu'il y avait moins d'électronique. Oui, puis surtout, il y avait moins d'Internet et de réseaux pour propager. Et les gros là. défauts mécaniques, il n'y avait pas les structures, j'imagine, même en interne, comme elles sont développées aujourd'hui chez les constructeurs, pour dire « Ah merde, tiens, ce truc-là, on l'a mal fixé. Ah bah tiens, ce boulon qui est un petit peu... Bon, on le changera à 50 000 bornes, c'est pas grave. » Tu vois, c'était pas... il y avait beaucoup moins de transparence. Donc... Aujourd'hui, on est devenu, tu sais, oh juste j'ai un petit bouton. Oh bah attention, faut que j'aille voir le médecin. Après, tu vas expliquer ça à ceux qui ont des problèmes avec leur moteur PureTech. Alors, comme tout, il y a résultat de Stellantis et puis on parle des PureTech après. Résultat de Stellantis. Si on doit résumer, effondrement du bénéfice. C'est pour ça qu'on disait fortune diverse. L'année 2024 était très bonne pour Renault, a été moins bonne pour Stellantis. Pour vous ayez des repères de chiffre d'affaires. Stellantis, c'est quasiment 157 milliards d'euros de chiffre d'affaires, donc 3 fois la taille de Renault. Alors, ils ont plusieurs marques. Ah oui, mais c'est normal. S'ils avaient qu'une demi-marque, t'as envie de dire, ils sont vachement... Et ils vont des États-Unis à l'Italie. Tu te sens pas attaqué, hein. Je vois trop aimer. J'ai un losange que je me suis fait tatouer. Vous voulez que je vous montre? Enlève ton... Alain, je vais te montrer. Non. Alain. Donc, 3 fois le chiffre d'affaires de Renault. Résultat en baisse de 17%. Enfin, pas résultat, pardon. Chiffre d'affaires en baisse de 17%. Globalement, Stellantis rentre un peu dans le dur, ça on le savait, on n'a pas attendu ces résultats pour le dire. Le groupe justifie cette baisse par plusieurs raisons. 1, ils ont eu de retard sur pas mal de modèles, notamment la IC3. Ça fait que du coup, ils n'ont pas pu livrer et immatriculer les voitures, donc du coup, elles ne sont pas dans les comptes. Deuxième, ils avaient un niveau de stock, surtout aux États-Unis, énorme. Et donc, ils ont fait d'énormes efforts pour réduire ce niveau de stock. Ils ont réussi à le réduire, ils l'ont baissé de 20%. Et donc, du coup, comment ils l'ont réduit? À coup de rabais. Et donc, du coup... qui grignote tes marges.
Exactement. Donc par exemple, la marge opérationnelle aux États-Unis, qui est quasiment le plus gros marché, je crois, pour Stellantis, elle est passée de 15,4% à 4,2%. Donc elle était plus que divisée par 3. En Europe, la marge opérationnelle est passée de quasiment 10% à 4,1%. Si tu prends au global, tout pays confondu, la marge opérationnelle qui était insolente à l'époque, parce que déjà, on a dit que Renault, 7%, c'était un bon niveau de marge. Stellantis, en 2023, était quasiment à 13%. Donc c'était insolent comme marge. Ils sont tombés à 5,5%. C'est quand même une dégringolade. Ah oui. Le bénéfice est lui en baisse de 70%. Il reste tout de même à 5,5 milliards, mais une baisse de 70%. C'est énorme. John Elkann, qui est l'actuel patron avant de chercher un remplaçant du groupe suite à... Qui est surtout l'actionnaire en fait. À l'éviction de... Oui, qui est surtout et qui l'actionnaire. semble prendre goût à être le capitaine du navire. Oui, pour l'instant, il n'y a personne de nommé. Oui, et puis ce qui est rigolo, c'est qu'il a déjà refait son conseil d'administration. En général, tu attends d'avoir un nouveau dirigeant pour que lui choisisse ses propres hommes. Et puis c'est quelqu'un de bien, John. Globalement, lui, ce qu'il a dit, c'est qu'il a apaisé un peu toutes les relations. Carlos Tavares avait des dialogues tendus, que ce soit avec les points de vente, avec les fournisseurs, mais aussi avec les gouvernements. John Elkann a l'air beaucoup plus rond, et donc il a apaisé toutes ces relations. Il dit que l'année 2025 va être dure. Il ne pense pas qu'il atteindra un niveau de marge opérationnelle à 2 chiffres, c'est-à-dire au-dessus de 10%. Mais il dit on va quand même redresser les choses parce qu'on a quand même 10 nouveautés importantes qui vont débouler. Et c'est marrant, tu dis ça alors qu'une DS7, une de nos voitures fétiches en fait, J'adore la DS7. vient de stationner derrière nous. Je pense non mais que on a un attachement fort. Si tu on vois, avait c'est acheté marrant. des voitures, si on avait pris une voiture sur la société commune sans borne, je me demande si on n'aurait pas pris 2 DS7. Ouais, ça aurait été... parce qu'on aime bien cette DS7. Voilà, je te laisse un peu enchaîner. Alors, parce que j'ai un peu... Ces chiffres ont accaparé les... Pour ajouter un petit peu à Stellantis, on a appris là tout récemment que des bus de refroidissement de jet d'huile sur les fameux PureTech 1,2 litre 82 chevaux étaient défaillantes. Oui. Et 68 000 voitures produites entre 2022 et 2024 viennent d'être rappelées. Bon, c'est une mesure de prudence classique. Hein. A priori, ça vient d'un fournisseur, pas de Stellantis. Stellantis communique. 30 minutes pour les changer, oui. Mais sont quand même concernés 57 000 C3, 2500 Peugeot 208, quelques milliers de Corsa. Donc, et 68 000 voitures au total. C'est exactement. Donc bah voilà, c'est la saga PureTech. Il y a encore de nouveaux épisodes. Il n'y a pas que Stellantis qui fait des rappels. Non. Parce que tu vois, par exemple, pour les airbags. L'année dernière, la semaine dernière, on a dit Stellantis, enfin Citroën. Là, on dit Stellantis, mais globalement, Volkswagen, qui est notre champion européen, il a aussi fait un stop drive, c'est-à-dire arrêter de conduire vos voitures suite aux airbags Takata. Et là, ils ont aussi 230 000 voitures produites entre 2006 et 2013. 230 000, c'est une volumétrie aussi importante. Alors, l'élémentaire prudence, dès que tu as un problème sur un airbag, c'est de dire je stoppe, terminé, hop, on va aux urgences. Tu vois, et on te fait un traitement antibiotique lourd. Les chiffres européens viennent d'être publiés pour janvier 2025, notamment la CEA, cette fameuse association des constructeurs européens d'automobiles. Irrémédiablement, la part des thermiques baisse. Elle atteint désormais 29,4% en Europe. 29,4%. Et tous les indicateurs semblent, et tous les experts te disent que c'est absolument irrémédiable. Les diesels sont à 10% en Europe. C'est... Alors attention, les thermiques baissent, c'est vrai, mais parce que aussi ils ont pu proposer. Donc forcément, quand on a pu acheter, que le catalogue se réduit, forcément tu vends moins. Alors qu'est-ce qui se vend bien évidemment? Les hybrides, les hybrides rechargeables, et évidemment l'électricité. L'électricité qui est à 15% aujourd'hui en Europe. Alors certains s'en félicitent, même si d'autres disaient en 2025 il fallait attendre 25%. Tu vois, c'était l'objectif que s'était fixé l'Europe. Mais 15% avec la disparité des États que l'on connaît. Ça va de la Norvège, tu vois, au sud de l'Europe où des stations de bornes de recharge rapide sur autoroute sont moins conséquentes. Mais certains s'en félicitent et malgré tout, tu as plus 34% sur un an de progression des VE. Donc c'est plutôt pas mal. Solide. Et pour l'Allemagne, l'Italie, qui sont des très gros pays, c'est plus 126% cette année. Hein. Donc ça booste quand même très très fort. On regardera ça évidemment, et l'essence a chuté de moins 18%.
et les diesels de moins 27%. Je glisse une petite news si ça te va. Il y a eu le plan produit qui a été annoncé chez Mercedes, qu'on en retient, mais ce qui a été annoncé sans vraiment être annoncé, c'est le Classe G. Tu sais, le Classe G qui est mythique depuis les années... fin des années 70, il me semble. Gros carton qui est devenu un peu une mode. Quand tu as réussi d'avoir un Classe G qui coûte quand même la bagatelle de pas loin de 200 000 € en prix moyen, ils vont annoncer un Baby Classe G. Donc tu auras un mini Classe G, bien entendu plus compact, et bien entendu moins cher. Peu d'infos, mais a priori ça va sortir. Alors, parmi les nouveautés qui sont en ce moment, qui vont faire la une de notre JT, Alpine, j'aurais dû en parler quand tu abordais le groupe Renault, Alpine fête les 70 ans, ses 70 ans, et l'A110R, donc celle qui est la plus aboutie, avec 300 chevaux, sort avec 3 couleurs. Qu'est-ce qu'ils font comme sérénité les 3 couleurs hexagonales, donc bleu, mais un bleu pâle très compétition qui est chouette, un blanc, un rouge. Allez regarder, les images s'affichent sur votre écran. 300 chevaux, tout est en carbone, des roues, au toit, voiture de compète absolue. Bon, ça vaut un petit peu des sous, mais en même temps, c'est un collector absolu puisqu'il y aura 770 exemplaires, pas un de plus. 770 exemplaires. Et ensuite, la 110R, c'est fini. C'est terminé. La 110, c'est terminé. Et je crois que la 110 va aussi terminer tout court en thermique. La 110 thermique, bien sûr, mais la 110, cette version R, tu sais, totalement dingue, se termine. Lancement aussi de la 110 GTS dans un coloris qui s'appelle le bleu pan. Oui. Allez regarder. Franchement, c'est l'équivalent, j'allais dire, d'une 900 GTS. C'est à la fois du grand tourisme un peu chic, mais en même temps un peu et sportif. Allez regarder. Moi, franchement, quand je l'ai vu, je me dis, waouh, la caisse est folle. T'achèterais toi une Alpine ? Oh, carrément. Ouais, oh, mais carrément. J'avais jamais conduit. Moi, si j'ai les moyens, jamais essayé sur la chaîne. J'en prends une bleu foncé intérieur. Ce serait un essai à faire, ça. Dites-nous si vous voulez qu'on essaye une Alpine. Et tout le monde l'adore. C'est une voiture préférée. C'est la voiture préférée. Je sais pas si vous entendez Alain, mais Alain dit incroyable à conduire, c'est un truc. Non, mais moi, c'est un des plus grands et beaux souvenirs automobiles. Bah viens, on en fera une. Hein, c'est vraiment, c'est magnifique. Voilà, je suis content qu'on vous diffuse des images. Si tu me permets d'enchaîner très vite. Bien sûr. Sur des choses sympas. Permets-toi. 200 km d'autonomie pour un PHEV. C'est jouable ou pas ? Ça c'est énorme parce que les meilleurs c'est Volkswagen avec 140. C'est énorme. C'est Lynk & Co. Lynk & Co qui vient de se faire lâcher un peu par Volvo, non ? Enfin ils ont pas se lâcher. Ils ont arrêté le... Vous irez regarder Lynk & Co, constructeur chinois, qui a commencé de manière assez amusante en voulant faire de l'autopartage. Ouais. Tu sais, vous connaissez sans doute cette histoire. Les voitures qui étaient plutôt sympas d'ailleurs. Plutôt sympa sur la base d'un Volvo XC60. La présente, la 08 et la 08, elle a, franchement, les images sont là sur votre écran. Stacam. Elle, écoute, SUV, de taille évidemment intéressante, le parfum de Lotus. De Lotus. Et justement, elle promet 200 km d'autonomie, c'est un PHEV, ce qui est énorme. Okay. Et pour des prix qui débutent, il y a deux versions. Le premier, c'est 53 990 et des poussières. Et l'autre, c'est 57 990. Ok versus la concurrence, qui est même très bon versus la concurrence. Tu vois ça, et tu regarderas, voilà, l'industrie chinoise. Ils vendent beaucoup de voitures encore en France, je crois pas. En fait, ils ont des objectifs très forts. Il y a la 02 aussi dont on entend assez peu parler. Alors là, aujourd'hui, ils vont se muscler. C'est-à-dire que cette année, ils ont des ambitions commerciales fortes. Mais encore une fois, la Chine bosse. La Chine propose des voitures abouties. La Chine propose des voitures qui sont technologiquement en plus complètement dans le coup et à des prix qui sont attractifs. Et là, tu te dis, et puis 200 km, c'est très bon. Putain, mais on est européen, tu vois, la compétition, elle est forte. J'aurais adoré que ce soit Renault, parce qu'évidemment, on va dire que je suis amoureux. Volkswagen fait quand même du 140 km, qui est déjà... Ce qui est extraordinaire. Et notamment sur la Golf, qui est un modèle Golf compact, Tiguan, 143 km, formidable. Voilà. Mais ça veut dire que la compète, elle est là, il ne faut pas relâcher la pression. Est-ce que tu veux que j'enchaîne avec les prix de la Tesla Model Y ? On avait eu la chance d'être un des quelques médias à être... Et on le laissera bientôt en roulant. On nous l'a proposé. Voilà. Donc Tesla Model Y, qui malgré les... en ce moment, qui est un peu décrié de par les actions, les initiatives de Monsieur Musk. Les prix sont arrivés. Ils avaient fait une première édition de lancement qui était, à mon sens, pas très intéressante. Parce que la launch édition, telle qu'ils l'appellent, faisait payer assez cher les quelques stickers qu'ils t'avaient rajoutés, qui étaient sur une base de grande autonomie transmission intégrale à plus de 60 000 €. Alors l'industrie adore, tu sais, c'est pour faire venir les early adopters, enfin les fans. Je suis pas sûr que c'est pris tant que ça d'ailleurs. Mais c'est
commun quand tu... C'est commun pour l'industrie, globalement Ouais. ça marche très fort à chaque fois. Mais là, pour cette Tesla, je suis pas sûr que ça ait pris. Globalement, les prix normaux sont arrivés. Nous, dans la vidéo, on les avait pas, les prix. Mais on avait dit que ça allait soit pas changer, soit prendre entre 1000 et 1500 euros. C'est ce que la vidéo était en ligne. Et là, les prix ont annoncé. Et finalement, ça nous donne plutôt raison. La propulsion, elle est à 45 000 euros, 44 990 euros. Les prix sont inchangés. La grande autonomie propulsion est à 47 000 euros. Prix inchangé. La grande autonomie transmission intégrale, elle est à 53 000 euros. Elle a pris 1000 euros. La version performance n'est pas encore là. Elle arrive souvent 6 mois après. Donc, a priori, on aimerait l'avoir un peu avant l'été. L'autonomie, les WLTP ont été annoncés. Tu as 500 km pour la propulsion, 622 pour la grande autonomie propulsion et 589 km pour la grande autonomie transmission intégrale. Elles ont gagné en gros entre 5 et 20 km d'autonomie, ce qui était plutôt... Pour enfoncer le clou, on aurait adoré qu'elles se battent, tu sais, sur les fameux 700 qui deviennent la norme du trio de tête, enfin d'un trio de tête, d'un peloton de tête maillot jaune avec la DS numéro 8, avec Mais- Mercedes. mais Renault cela va y reste aller qu'un aussi. reculage. Quasiment rien n'a changé. Donc, Mais tu vois, Tesla oblige, on se serait dit. ouais, peut-être du 800 volts aussi. En fait, Ouais. tu sais, ils s'embourgeoisent un peu. C'est-à-dire qu'après avoir, tu sais, foutu des boosters et ils se sont satellisés, et c'est l'histoire même des précurseurs. Tu sais, il y a un moment, bah, tu te reposes un peu sur tes lauriers. En parlant d'électrique, la presse canadienne, alors le journal La Presse, qui s'appelle La Presse, voilà, vient de publier une étude pratiquée par CAA Québec. CAA, c'est une association de consommateurs et d'automobilistes, un peu Ok. comme on l'a chez nous, 50 millions d'automobilistes et tout ça, et qui en fait fait des études et vient de publier les 14 modèles électriques qui, l'hiver, voient leur batterie baisser le moins. Ah, ok. Et personne n'a jamais fait, enfin, J'aurais à pensé notre baisser le connaissance, plus, ouais. tu vois, c'est-à-dire que souvent, bah, évidemment, la température fait chuter les Chez eux, autonomies. il fait froid. Voilà. Et alors, les écarts estimés, donc ils ont eu le même processus. Ils ont fait des essais entre moins 7 et moins 15 degrés, hein, c'est quand même costaud. Ouais. Et les écarts oscillent entre la performance WLTP, alors leur performance à eux, hein, tu sais, annoncé constructeur, Ouais. les écarts, ça aussi entre moins 14%, Ce qui est ok. ce qui est OK, et ça va jusqu'à moins 39%. Ce qui est moins ok. Ce qui est moins OK. Alors, et on va jouer au petit jeu. Je vais pas te demander le premier parce que le premier est très difficile à trouver. Le premier est trop dur. Pourquoi je dis ça? Parce que le marché nord-américain, il pullule de trucks, autrement dit de pick-up. Ah ouais, donc ça va être le Ford F-150 et électrique. c'est un Chevrolet Silverado, Ok. et Ouais. 100% électrique. Je l'aurais jamais trouvé. Ouais. Donc, son autonomie officielle par RN Canada, c'est 724 km. Ouais. Et la distance parcourue avec une seule charge l'hiver, c'est 456 km. Donc lui, c'est le moins bon. Lui, c'est le premier. C'est le meilleur. C'est le premier, moins Ok. 14% par rapport à la donnée. Le second, Polestar. Tu sais, cette voiture Ouais, très bien. qui déboule en Qui France, devrait arriver en France. qui devrait 444 km officiellement, 384 km tenus dans leur... Ensuite, ça doit être Tesla. Ensuite, Volkswagen ID4. Ah, ok. Vachement bien, tu vois. 435 km selon les normes canadiennes l'hiver, 349... pardon, excuse-moi, c'est la Kia EV9 qui est la troisième, avec 349 km pour 435 km promis. Ouais. Et la Volkswagen ID4 est quatrième, avec 338 km parcourus pour 423 km promis. Ensuite, bon, des Honda, la Tesla Model 3, elle, arrive en milieu de peloton avec 410 km parcourus l'hiver Ok. pour 584 km promis. Ok. Et la dernière, alors les deux dernières, tu as la Toyota BZ4X, Ouais. pour 406 km promis, elle en parcourt 255. Ouais. Et le Volvo XC40 Recharge Donc le XC40 100% électrique. parcourt 248 km pour 409 km Ah ouais, promis, là, ça fait vraiment selon les le normes canadiennes. Ok. Voilà. Mais alors, c'est marrant parce que le Volvo, en fait, c'est une technologie déjà ancienne. Donc voilà. Et il y a Il une... paraît son XC40. Voilà. Et ceux qui sont tout en haut, ce sont ceux qui sont évidemment sortis il y a tout récemment. J'ai un truc très chouette. Vous savez, la BMW Neo Class, qui doit Oui. être la concurrente de la Model 3 et la remplaçante de la série 3 100% électrique. Elle a pratiqué quelques tests. Allez voir son design. Elle a une allure folle. Regardez ses feux. Et alors, technologiquement, toi, ça va te plaire. Parce que beaucoup disent oui, mais une motorisation électrique, c'est un aspirateur. Ça dégage rien. Il se passe rien.
Et eux te disent, bah non, nous, BMW, nous, c'est le plaisir de conduire. Et en fait, on est au Moyen-Âge du plaisir de conduire les électriques. Et on peut justement faire quelque chose qui se déguste comme un bon vin. Comment ? Ils appellent ça le Heart of Joy. Autrement dit, ils ont un régulateur et un contrôleur qui va optimiser le fonctionnement du moteur, le système de régénération, le freinage, les sensations de direction, va analyser ça 10 fois plus que le meilleur des calculateurs actuels. Les données vont être avalées et englouties pour te redonner un feeling de conduite et une homogénéité et encore une fois un plaisir comme on n'aura jamais vu. Ceux qui ont eu la chance de la rouler et de la tester, notamment des confrères britanniques, On dit que c'était vrai. et on dit que c'était assez bluffant, alors que c'est des voitures, tu sais, de pré-série, donc des sensations de BMW. Et d'autre part, alors est-ce que ce sera développé ou pas en série ? Le modèle qu'on voit rouler a 5 ventilateurs pour ventouser la voiture, la plaquer au sol, générer 1 tonne d'appui. Ok. Et il paraît que c'est absolument fabuleux. Donc tout le monde croise les doigts pour Mais que ça- curieux de la conduire, mais c'est vrai, alors que tu sois pro ou anti-électrique, moi, il n'y aurait pas l'écologie, je préfère conduire un 6 cylindres. J'imagine Bah ouais, que toi aussi. se velouter, cette douceur. Après, voilà. si l'écologie te demande de passer à l'électrique, on y passera avec plaisir. Mais ceux qui n'ont pas conduit d'électrique, alors toutes ne sont pas... Ce qui est dur avec l'électrique, c'est que c'est vrai que ça donne un côté un peu plus aseptisé à une voiture. Donc ça, il faut le reconnaître, c'est mon opinion, peut-être tout le monde ne la partage pas, mais elle est partagée par un grand nombre de personnes. Mais par contre, ceux qui sont des détracteurs de l'électrique et qui disent on peut prendre aucun plaisir avec une voiture électrique, c'est faux. Moi par exemple, je ne suis pas un gros fan de Tesla, tu conduis une Tesla Model 3 Performance, très honnêtement, à conduire, c'est très sympa. C'est Romain Stuzman, qui est un de nos abonnés, Oui, qui était venu. qui est venu nous présenter sa Model 3 Performance. Il en parle mieux que quiconque. Et il venait d'une M5. Ouais, exactement. Et par exemple, la R5 électrique dont on parlait, alors la R5, il y a à boire et à manger. Techniquement, c'est pas forcément la meilleure en termes de recharge électrique, etc. L'autonomie sur autoroute n'est pas folle. Mais nous, on avait pris des petites routes. Tu veux t'amuser avec une R5, le centre de gravité étant assez bas, assez bien travaillé, les batteries au milieu sous le plancher, etc. C'est à conduire un vrai petit kart et c'était très sympa. Et validé scientifiquement par kilomètre 77. Ouais, voilà. Bon, Est-ce que je peux en faire une en 30 secondes et une en 30 secondes ? vas-y. Il y a BYD, il y a des clients BYD qui sont mécontents en Chine. Qu'est-ce qui se passe ? Ah, le truc autonome. Alors voilà, justement, il y a une option qui est devenue gratuite. Ils ont étoffé leur gamme du jour au lendemain avec justement des assistants autonomes formidables. Et certains se sont dit, mais attendez, moi, Attends, moi je l'ai acheté il y a 2 jours, j'ai payé 10 000. qu'est-ce qui se passe ? Donc voilà, donc ils se plaignent, c'est marrant, voilà, même la Chine. Mais je crois d'ailleurs BYD présentait en grande pompe l'Atto 2 hier à un stade, je sais plus où. Exactement, puis BYD a des grandes ambitions, puis l'autonomie, enfin, la bataille sur le véhicule autonome, c'est la bataille qui se joue en ce moment. Il faut absolument que l'Europe prenne le train en marche, hein, parce que c'est... BYD c'est inconnu, c'est faiblement connu, inconnu c'est un peu dur. C'est faiblement connu chez nous en France, mais gardez en tête que c'est probablement là, entre le premier et le deuxième. C'est le premier constructeur de voitures électrifiées, et c'est selon les mois, entre le premier et le deuxième constructeur de voitures électriques. C'est très solide. Exactement, et eux aussi se battent sur l'autonomie, notamment de niveau 3, c'est-à-dire sans les mains, et tu te laisses diriger. Stellantis, tiens, une bonne nouvelle pour Stellantis. Stellantis annonce que eux justement ils souhaitent développer des voitures qui puissent se conduire toutes seules jusqu'à 60 km/h et rattraper, et puis pour le maximum de modèles possibles, et rattraper ainsi la BM Série 7 et la Mercedes Classe L, qui elles sont déjà de niveau 3 en Allemagne, mais pour des questions de législation ne peuvent pas encore s'étendre. Les réglementations, putain, il faut absolument franchement les assouplir. On va perdre des trains sinon. Prix moyen des voitures de collection ? Je termine là-dessus et je te laisse la parole. Alors 21 300 €. 21 300 €, c'est la FFVE, la Fédération Française des Véhicules ouais. d'époque, qui publie ce truc-là. Donc ça, une voiture de collection, ça vaut 21 300 € en moyenne. Une moto, c'est 4 500 €. Ouais. Et un utilitaire, parce qu'il y a des utilitaires qui De se collection. collectionnent, c'est 9 600 €. Voilà, hop, j'en ai terminé. Sur ces bons chiffres, on s'arrête là. Ah bon, je pensais que tu avais un truc. Non, bah, j'en ai, mais je veux pas. Un dernier hyper vite. Allez, pour la route, pour se marrer. République tchèque. C'est la mode de faire descendre sur autoroute, tu passes de 130 à 100. C'est en fait, une info super. Et eux, ils ont inversé. En fait, ils vont passer de 130 km/h à 150 km/h sur autoroute. Ils vont d'abord tester ça sur 3 axes. Donc c'est rigolo de voir que la mode est à faire baisser la vitesse sur autoroute. Et certains pays, au contraire, font l'inverse. C'est notamment le cas des Pays-Bas, qui lui est passé de 100 à 130. Donc ils ont remis à 130. Donc on va voir si c'est
un courant qui va se développer dans le reste de l'Europe. Ça sera... ouais. Juste un constat, l'autoroute est la portion d'asphalte où il y a le moins de morts, en fait. Parce qu'évidemment, tout le monde roule dans le même sens. Et la première cause, c'est généralement en fait, l'inattention liée à l'endormissement, tout bêtement. Et la vitesse n'est éventuellement qu'un facteur aggravant, mais 130 km/h quand tu tapes, 130, 150, 160, quand ça sort, c'est un peu fini. Hein. Vendredi, qu'est-ce qu'on retrouve si on a bien bossé le montage, parce que le montage est un peu sport. D'ailleurs, c'est toi qui vas le bosser. Ah ben ça y est, moi c'est fait, c'était reparti mon kiki. Ah ben je me suis couché tôt. Hein, donnez-nous un peu de soutien. On a eu la chance d'avoir un petit scoop, on a pu rouler un Bigster, et deux surtout un entretien assez sympa avec un langage normal. Comme amical, on voit rarement sincère, d'un patron de grand groupe. Donc on a eu la chance d'avoir Denis Levotte, qui est quand même le CIO de Dacia. Et vous allez voir Dacia, nous on s'en rend pas compte du poids de Dacia. Regardez cette vidéo pour vous rendre compte. Surtout en plus, vous râlez parfois dans les vidéos en disant oui, mais les voitures se vendent surtout en entreprise. Lui, il ne vend que des voitures quasiment qu'aux particuliers. Il a un poids en France et en Europe qui est conséquent. Regardez cette vidéo. Et on a eu cette chance parce qu'il nous a embarqué à bord d'un Bigster, d'un des tout premiers. Oui. Voilà, c'est une pré-série, donc en plus normalement, c'est on l'a rare. fait conduire en plus. Ouais, c'est un truc. Voilà, donc il y a juste un petit truc, il y a une petite vibration de notre caméra, ce qui m'embête un peu, qui est amplifié par nos micros. On doit travailler là-dessus sur cette sonorité-là. La bise à Mimi, le petit commentaire de soutien, le pouce bleu, plein de pensées positives et un merci pour tout et à très vite. À très vite les amis.